Je voudrais commencer cette vidéo en rappelant quelques chiffres illustrant les inégalités économiques et sociales en France aujourd'hui. En France, après impôts, les 10% les plus favorisés récupèrent un quart des richesses. Les écarts de patrimoine sont encore plus criants, puisque 10% des plus favorisés possèdent la moitié du patrimoine total. Et puis en parallèle, il y a 5 millions de personnes qui vivent avec moins de 855 € par mois. Forcément, ces inégalités engendrent des vies très différentes, des rapports au monde très différents. La question de se loger, d'avoir un logement décent, de pouvoir accéder à des soins de santé quand on est malade, quand on est souffrant. La question d'avoir un certain confort psychologique ou non, stressé en permanence en raison de la précarité, est un sujet pour certains et pas pour d'autres. Même la question du bonheur, alors certes on peut faire des dissertations philosophiques sur le bonheur, mais en attendant, lorsque on n'a accès à aucun loisir, aucun plaisir, aucune sérénité, il est assez difficile quand même d'avoir une forme d'épanouissement personnel, d'accès au bonheur. Je rappelle ces chiffres tout en sachant que la plupart du temps, ils sont reçus avec une certaine forme de fatalisme. Les gens se disent, bon bah oui, on vit dans une société injuste, c'est terrible, mais c'est comme ça. Sauf qu'en fait, c'est encore plus injuste que la plupart de ce que les gens se disent. Non, ma phrase n'est pas correcte. Mais c'est encore plus injuste lorsque justement on creuse ce qu'il y a derrière ces injustices sociales et économiques et qu'on comprend les mécanismes et les structures qui sont à l'œuvre. Parce que des décennies de sociologie et de sciences humaines, d'éco, etc. ont montré, aujourd'hui c'est pas une opinion, c'est un fait, ont montré que ces inégalités étaient le fait de structures sociales, de reproduction, de domination, d'exploitation. Pour ne prendre qu'un exemple, et je ferai écho ici à ma vidéo sur Bourdieu, où j'ai parlé de l'école comme instrument de reproduction sociale. Pour donner un exemple, dès le CE2, il y a des différences extrêmement fortes de réussite scolaire entre les enfants des familles les plus favorisées et les enfants des familles les moins favorisées. Je suis allée chercher les chiffres. Les notes des enfants non favorisés sont respectivement de 57 sur 100 et 58 sur 100 en français et en maths. Les notes des enfants de familles favorisées sont de 87 et 85 sur 100 dans ces mêmes matières. Je le disais déjà dans ma vidéo sur Bourdieu, mais il y a 3 fois plus d'enfants de cadres dans l'éducation supérieure que d'enfants d'ouvriers, et ces différences sont de plus en plus marquantes quand on monte dans le prestige et la longueur des études. Et ça, c'est le fait, effectivement, de structures sociales, d'inégalités économiques, culturelles, de réseaux, etc., qui entretiennent les injustices et les accentuent. Bien sûr, d'un point de vue plus économique, il y a aussi la possession du capital, du patrimoine, que plusieurs économistes ont identifié comme un facteur très fort de reproduction sociale, en ce sens que plus on a de l'argent, plus on peut s'enrichir, et moins on a de l'argent, moins on peut s'enrichir. Sauf que, face à ces chiffres criants qui prouvent les inégalités, et à ces études extrêmement solides en sciences humaines qui montrent que ces inégalités sont le fait de structures, eh bien on a cette notion de mérite qui flotte partout dans notre société, parfaitement intégrée par les individus, et qui s'impose un peu comme la justification perpétuelle de ces inégalités. Ce que j'ai essayé de faire depuis le début de ma série de vidéos, à mon échelle et comme une pierre qu'on rajoute à l'édifice, c'est d'essayer de creuser un petit peu ce qu'il y a derrière la notion de mérite et de montrer que ça se déconstruit. Donc dans ma première vidéo, je parlais de mon ascension sociale, parce que souvent, forcément, les cas d'ascension sociale, et notamment les cas francs d'ascension sociale, sont utilisés comme étendard, comme contre-exemple, etc. Donc j'essayais de montrer que c'était beaucoup plus complexe que ça et que ça n'échappait pas à une forme de déterminisme. Et puis dans la deuxième vidéo, je parlais du travail, parce qu'effectivement, là aussi, c'est un argument très fort qu'on va opposer à la question des structures sociales de reproduction. On va dire qu'avec le travail, finalement, on peut toujours dépasser ces structures ambiantes. Et j'essayais de montrer que là aussi, c'était plus complexe que ça, et que c'était tout à fait questionnable. Ce que je veux faire dans cette troisième vidéo, et de manière beaucoup plus rapide en fait, presque comme un peu un pamphlet, c'est aller plus loin que la déconstruction de la notion mérite, et donner à sentir aux personnes peut-être qui n'ont pas eu l'occasion d'y réfléchir
que c'était une notion frauduleuse et une véritable instrumentalisation politique. Et là, je vais m'inspirer, paraphraser les mots de Chantal Jacquet. Chantal Jacquet, c'est une philosophe qui a beaucoup travaillé, qui est spécialiste de Spinoza d'une part, et qui a beaucoup travaillé sur les questions de transfuge de classe d'autre part. Moi, j'ai lu son livre La non-reproduction, et ça m'avait beaucoup aidé à l'époque dans mon parcours intellectuel de réflexion autour de ça. Donc bref, elle a beaucoup réfléchi à la notion de mérite, et voilà ce qu'elle dit. Le mérite est une notion frauduleuse. On ne pose jamais la question de savoir pourquoi certaines personnes peuvent s'efforcer de faire les choses et pourquoi d'autres personnes n'ont pas la force de s'efforcer. Le mérite est une dénomination extérieure qu'on projette sur les individus pour considérer qu'ils sont responsables de leur destin, ce qui est avantageux d'un point de vue politique car on ne remet pas ainsi en cause l'ordre établi. Au fond, si on est riche, c'est quand même de son fait, parce qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on a pris des risques, parce qu'on a des responsabilités et que c'est difficile. Et puis si on est pauvre, on a probablement un peu démérité. Et puis typiquement, si on est très pauvre et qu'on profite des aides, eh bien, on est des assistés totalement déméritants et qui sont des parasites. Le mérite permet donc de valider à l'échelle individuelle des injustices sociales structurelles, et au fond permettent de conserver l'ordre établi par une intériorisation de chacun de cet ordre établi. Et je pense que sur cette question, ma position de transclasse là joue sur moi un petit peu dans la construction dans ma construction personnelle, dans la manière dont je me suis déconstruite, etc. Parce qu'au fond, j'ai vécu au sein des différentes classes sociales et j'ai pris conscience de manière très concrète, viscérale, etc. de ces différences de positionnement dans la société. Et c'est vrai que face à des chiffres relativement désincarnés, le vécu au sein des classes, la prise de conscience des considérations différentes de ce que c'est que d'être dans la position du dominant, de ce que c'est que d'être dans la position du dominé, c'est quelque chose de très fort que moi je vis de manière très intense. Et c'est vrai que je discutais avec un ami il y a quelques jours où je me disais mais putain, si les gens se rendaient compte de manière très concrète de ces structures, de ce système de domination énorme, il y aurait une énorme révolution d'un coup. Enfin bref. Toujours est-il que c'est vrai que moi aujourd'hui le mérite ça m'apparaît comme quelque chose de totalement absurde, mais surtout d'extrêmement dangereux, et qui permet effectivement de valider cet ordre établi. Et je voudrais rajouter une certaine typologie un peu caricaturale, mais voilà, qui permet de réfléchir, une typologie de la manière dont on intériorise et diffuse le mérite en fonction de sa classe sociale. Dans la classe populaire, enfin dans les classes où j'ai grandi, on intériorise fortement le mérite, et c'est un retour de la violence sociale envers soi-même, vers soi-même. Moi je sais qu'on me validait pas mal pour mon mérite, et puis j'ai aussi beaucoup entendu de discours dans ma famille de personnes dans des situations professionnelles difficiles, ouvriers, etc., qui estimaient que c'était de leur faute en fait, et qu'ils n'avaient pas assez travaillé à l'école, et que voilà, on devient ouvrier quand on n'a pas beaucoup travaillé à l'école, et que c'est comme ça, et qu'ils s'en mordaient les doigts aujourd'hui, mais que il fallait assumer quoi. Et il y avait ce côté de... Enfin, dans les classes populaires, je pense que c'est une intériorisation, un retour de la violence envers soi-même. Ensuite, il va y avoir les cas de petite bourgeoisie et potentiellement avec des ascensions sociales. Et dans ces classes-là, j'ai l'impression qu'on intériorise le mérite pour se justifier soi-même et se valider soi-même. Et que c'est confortable en fait. Et c'est confortable parce qu'on gagne plus que pas mal de gens. On a eu accès à un certain confort, etc. On n'a pas envie de rogner là-dessus, parce qu'on a fait un certain nombre de sacrifices et tout. On a pu les faire, n'est-ce pas? Mais voilà. Et du coup, le mérite sert de justification. Et là, c'est pareil, c'est un rapport de soi à soi, plutôt, et une intériorisation, mais positive. Et puis ensuite, il y a les classes dominantes. La haute bourgeoisie, les classes dominantes, exploitantes, qui, à mon sens, sont quand même lucides
sur la société et sur leur position et sur leurs privilèges. Et là, le mérite va plutôt être diffusé de manière instrumentale. Et ces personnes-là trouvent leur compte à ce que tous les individus de la masse intériorisent le mérite comme un facteur de réussite ou d'échec. Et voilà, et je peux pas m'empêcher de penser que c'est très conscient, en fait. C'est très conscient. Et pour les classes dominantes, c'est hyper confortable, c'est hyper pratique d'avoir cette valeur de mérite très diffusée dans la société, parce que ça les valide, alors qu'au fond, ce sont des héritiers, au sens de Bourdieu. D'où le fait que déconstruire la notion de mérite est absolument essentiel à la fois au titre individuel et au titre social, parce que ça maintient l'ordre établi de manière frauduleuse, et qu'en déconstruisant cette notion, on peut aussi se libérer du joug d'une notion qui fait retourner la violence vers soi quand la violence est au fond structurelle. Je disais dans la première vidéo quelque chose du genre c'est difficile de remettre en cause le mérite parce que pour beaucoup de gens c'est toucher au libre arbitre, à la liberté individuelle, à la capacité de se faire soi-même, etc. Mais je pense que là, on peut conclure cette série de 3 vidéos en retournant en terminant la dialectique et en retournant la question de la liberté. C'est que déconstruire le mérite, dépasser le mérite, c'est justement se libérer. Se libérer parce que en ayant conscience, en prenant conscience de cette aliénation, on fait un premier pas vers une forme de libération de ces structures d'oppression, de domination. Et en rejetant cette violence, en prenant conscience de la source de la violence et en ne la rejetant pas sur soi, et en dirigeant du coup correctement sa révolte, on est sûrement beaucoup plus libre qu'en intériorisant la notion de mérite. Ça fait aussi remettre en cause beaucoup de choses qui sont considérées comme évidentes et qui ne le sont pas. De manière très pratique, je veux dire. Une bourse au mérite, est-ce que ça a du sens? Les inégalités salariales, de manière générale, est-ce que ça a du sens? S'il n'y a plus de mérite, pourquoi il y aurait des inégalités salariales? L'héritage, le principe même de l'héritage, pose question, évidemment. Alors oui, ça remet beaucoup de choses en cause. Pour les personnes qui ont des privilèges, c'est dur d'y renoncer. Et je suis la première à le ressentir. Quand je dis tout ça, je dis pas que la situation est simple. Je dis simplement que c'est quand même important d'essayer d'avoir l'honnêteté intellectuelle et émotionnelle et humaine de reconnaître ces réalités. Mais je dis pas que c'est simple. Alors pour conclure cette série de 3 vidéos sur le mérite, évidemment que lorsqu'on parle de mérite, ça renvoie à la perpétuation des inégalités sociales, économiques, etc. dans nos sociétés. Et à cela, vous vous doutez bien que j'ai pas de solution miracle. Il s'avère que je ne sais même pas si je suis réformiste, révolutionnaire, je sais pas. En tout cas, je suis pessimiste, mais un peu combative quand même. Mais en tout cas, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a un poids des discours très fort. Et c'est pour ça aussi qu'à ma petite échelle, j'ai voulu rajouter un discours de plus dans la sphère publique sur ces questions. Parce que la manière dont on parle du mérite, la manière dont on reçoit des discours sur le mérite, a une forte influence aussi dans la manière dont la société évolue sur ces questions. Et donc je vais vous laisser avec les mots de Chantal Jacquet, qui parle du passage d'une classe à l'autre, de la manière de vivre ce passage, et de la manière aussi de scénariser et de raconter ce passage dans la sphère publique. Très souvent, dans les parcours de transclasse, la honte est le symptôme effectivement de l'intériorisation du regard des dominants sur les dominés, et la fierté, c'est l'image peut-être inverse qui consiste à considérer que on a une plus grande valeur parce qu'on aurait fourni davantage d'efforts. Quand on a de la fierté,
on valide à l'envers l'idée qu'on a eu du mérite. Or, c'est pour ça qu'une véritable liberté, pour moi, un homme libre est vraiment quelqu'un qui est sans honte ni orgueil. Voilà, ces mots concluent ma série de 3 vidéos sur la méritocratie. À venir, du coup, dans les prochaines semaines, il y aura sûrement 1 ou 2 vidéos sur de l'anthropologie, en binôme avec une amie qui est chercheuse en anthropo. Et puis j'ai aussi envie de tester des sujets un peu différents. Là, c'était très politique, hein, ces 3 dernières vidéos. J'ai envie de partager d'autres choses et d'aller explorer d'autres sujets qui me sont chers et qui sont, à mon sens, intéressants. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.